Bonjour à tous, bienvenue sur Motors TV, bienvenue sur le circuit de Dijon. C'est un nouveau rendez-vous avec le V2V que l'on vous propose. Un meeting très important puisque c'est déjà la mi-saison. Ensuite, place à 2 mois de trêve estivale. Dijon, un circuit très particulier, très difficile en termes de réglage. Dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera aux protos et aux GT. Mais là, voici les VHC et les Fenio. On commence avec Jean Collet, c'est l'homme qui cette année donne du fil à retordre au champion en titre Serge Herriot. Sur les 3 premiers meetings de l'année, il a même été le pire cauchemar de Herriot. À Dijon, le duel a continué, mais vous allez voir dans un instant qu'il a été sérieusement arbitré par 2 autres pilotes. Jean Collet a réalisé ici 2 troisièmes places et une 2e place. Ça reste une belle opération au championnat, d'autant plus que son rival n'est pas monté sur le podium de la 3e course. On retrouve Jean à sa sortie de voiture lors de la première épreuve. Course super difficile, assez dangereuse, on n'y voyait pas grand chose. Ça a été un peu une loterie, il y a eu des têtes à queue un peu partout au début. Serge y est allé, Jean-Pascal y a été. Moi j'ai joué la carte de la prudence, mais bon au final je finis 2e. Serge est toujours derrière, il est intraitable, il fait jamais. Enfin là il a fait une petite erreur, mais il est toujours là et toujours régulier, donc au championnat c'est toujours très serré, quoi. Quant à Serge Herriot justement, il aura dû une nouvelle fois batailler pour contenir les assauts de Jean Collet. Une bataille qui n'aura jamais été aussi belle que dans cette course numéro 2 à Dijon. En 20 minutes à peine, ils se sont passés et repassés de nombreuses fois. Ils ont offert un spectacle tout simplement somptueux. Sur l'ensemble de son week-end, globalement, Serge Herriot aura souffert. 2e, 3e et 4e, ce sont ses résultats. Il était donc un peu en retrait par rapport aux 3 premiers rendez-vous de l'année. À qui la faute? À la météo certainement, mais aussi à 2 hommes qui sont venus troubler le jeu. Et le premier d'entre eux, c'est Romain Houllier. À son actif ce week-end, 3 pole positions, une victoire, une 2e et une 4e place. C'était la toute première fois qu'il disputait une course de Fenio. Romain Houllier a épaté le paddock et malgré lui, il a compliqué la lutte pour le titre entre Serge Herriot et Jean Collet. À l'issue de la course 1, rencontre avec un homme très ému. J'ai eu un très bon coach, qui est mon père, Patrice Houllier, qui m'a tout appris, tout simplement. Et pour une première course, c'était inespéré. Donc très heureux et surtout un grand merci à lui. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'était une course facile? Oui, oui, facile, oui. Malgré les conditions météo? Ouais, on a des pneus Michelin qui sont très efficaces et du coup, ouais, facile. Deuxième pilote à être venu semer le trouble dans la lutte pour le titre, François Herriot, le fils du champion 2013. Comme Romain Houllier, il ne dispute pas l'intégralité du championnat. Sur ce 4e rendez-vous de l'année, il remporte 2 victoires et accroche une 4e place. Au vu de la manière dont il a remporté la dernière manche, François Herriot est officiellement le maître du suspense en Fenio. Je me suis senti bien dès le début, j'ai accroché le bon wagon, j'ai vu que devant ça partait pas trop. Donc j'ai attendu mon heure, rouler derrière quelqu'un ça permet d'économiser ses pneus. J'ai fait une tentative au milieu de la manche pour voir si ça passait, j'ai vu que ça passait et puis j'ai attendu le dernier passage, la dernière aspi, le moment qu'il fallait et puis j'ai fait un bon tour derrière donc voilà, ça s'est passé comme sur le papier. Le premier week-end de septembre, l'événement en sport automobile aura lieu sur le circuit Paul Ricard. Les 2 tours d'horloge, c'est l'épreuve mythique qui vous fera remonter le temps. Du son, des souvenirs, des sensations, avec par exemple une voiture qui était déjà présente ce week-end à Dijon. C'est une TVR Griffiths 200 de 1964, 4700 cm3, 270 chevaux pour 250 km/h. La voiture est légère, son empattement est court et son moteur puissant. Cette TVR, c'est une véritable danseuse. Autre voiture qui sera présente aux 2 tours d'horloge, cette magnifique March 81S qui appartient à l'écurie Palmyre. En 2012, elle avait remporté la course en catégorie Sport 2000 et terminé 3e au scratch. En 2014, le même équipage formé de Nelson, Christophe Kubrick et François Bell sera au départ de cette épreuve unique au monde. Une autre voiture rare est venue à Dijon en prélude aux 2 tours d'horloge. C'est une De Tomaso Pantera. Châssis monocoque en acier, moteur V8, 5800 cm3, 310 chevaux pour 430 Nm. Sa boîte de vitesse est manuelle, à 5 rapports. La voiture pèse 1330 kg et peut atteindre 240 km/h.
Et rendez-vous avec ces véhicules historiques les 5, 6 et 7 septembre. Ce sera sur le circuit Paul Ricard pour les 2 tours d'horloge. On s'intéresse maintenant à la catégorie monoplace, une catégorie dominée par Daniele Casaniga. Mais attention, il mène avec seulement 9 points d'avance sur Jordan Perrois. Ce circuit de Dijon, c'est un véritable juge de paix. Comment se sont passées les courses du week-end? On regarde ça tout de suite. Le point d'abord sur l'une des révélations de l'année, Jordan Perrois. Ses résultats du week-end, 2 deuxièmes places et une 3e place. Cette fois, c'est pas tellement le leader du championnat Casaniga qui a gêné la progression de Jordan, mais plutôt un autre pilote. Nous y reviendrons tout à l'heure. 3 courses, 3 podiums, ça reste de très bons résultats, mais Casaniga reste un concurrent redoutable pour Jordan qui avait toutes les raisons d'être satisfait. Antonin Borga est arrivé à Dijon, 3e du championnat. Ce week-end, il est de ceux qui ont réalisé de belles choses. On retiendra surtout sa 3e course où il a lancé et réussi de belles attaques, entre autres sur Jordan Perrois. Ses résultats ici à Dijon, 2e, 3e et 5e. Le jeune Daniele Casaniga, l'imprenable forteresse du Paul Ricard, a été en délicatesse ce week-end. Ses 3e et 4e places le desservent dans sa position de leader du championnat, alors que sa victoire dans la 2e course lui permet de marquer les gros points qui comptent. Je suis très bien parti. Depuis la 3e position, j'étais déjà premier au premier virage. Avec le safety car, évidemment, c'était une course courte. Mais je suis content. Et enfin, l'homme du week-end, incontestablement, c'est Timothée Buret. Mis à part une malheureuse 7e place consécutive à un drive-thru, Buret a été épatant en remportant les 2 autres courses. Il est arrivé à Dijon 4e du championnat. C'est donc une belle carte qu'il a abattue ce week-end. Ouais, c'est une petite revanche parce que le drive-thru, je l'avais pas pris en piste. On l'avait pris à cause d'un problème, on avait changé les pneus. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Donc là, je me suis rattrapé, je suis super content de moi. Alors ce matin, vous m'avez dit que la première course avait été globalement facile. Est-ce que cette 3e course a aussi été sous le signe de la facilité? Non, celle-là, elle n'était pas aussi facile que la précédente, beaucoup plus physique. Il n'y a eu que 2 ou 3 tours de safety car. J'ai dû m'arracher en partant de la 3e place pour aller jusqu'à la première. Puis après, j'ai essayé de creuser l'écart et de le garder tout au long de la course pour avoir une marge de sécurité au dernier moment. Et j'ai bien fait parce qu'on a rattrapé des retardataires qui m'ont freiné et Antonin derrière moi est revenu. Donc voilà, je suis super content, j'ai super bien géré. Voilà. La catégorie GT à présent, une catégorie faite de surprises et de désillusions aussi parfois. Par exemple, pour cette Ferrari Visium numéro 2 qui a eu beaucoup de soucis mécaniques depuis le début de l'année. Ça a également été le cas pour la Ginetta G50 Orange qui a mené par exemple la course au Paul Ricard avant d'abandonner là aussi sur casse mécanique. Et pendant ce temps, les Lafargue, père et fils, roulent très bien. Ils sont en tête du classement général sur leur Porsche Ruffier. La suite de ce feuilleton à rebondissement tout de suite. Le départ est donné dans des conditions de piste grasse. La Ferrari Visium conserve l'avantage de sa pole position. Perrier est suivi par Lawrence Tomlinson, déjà talonné par la Porsche Orange numéro 267, qui remonte dans le classement. Jean-Paul Von Burg est au volant. En 4 tours, il passe de la 6e à la 1re place. La météo va être un élément déterminant de cette course de Dijon. Après 15 minutes de course, la piste s'assèche très fort. La Ferrari Visium est en difficulté et elle descend dans le classement. Elle a subi un contact et doit laisser filer ses adversaires. C'est la Ginetta qui a pris le commandement de la course. Elle est suivie par l'éblouissante Porsche 267. Très beau départ de Patrice Lafargue, leader du championnat avec son fils. Il a gagné 4 places en 8 tours. Xavier Pompidou est l'homme qui reçoit la médaille du plus beau début de course. En l'espace de 15 minutes, il a grignoté 7 positions dans la hiérarchie. Malheureusement, il va vite devoir rentrer au stand pour un problème mécanique. Ce sera l'abandon pour la Porsche 993 GT2. Le classement a beaucoup évolué après seulement 30 minutes. La Ginetta est autoritaire leader. Elle est suivie par la Mercedes G-Private qui est remontée de la 10e à la 2e place. 21 secondes derrière elle, on retrouve les Lafargue 3e. La Ferrari numéro 2 se débat avec son train arrière déréglé. Et puis, belle performance de cette Audi numéro 45 puisque Proust a installé la voiture 5e au général et leader du GTV2. La pluie fait une brève apparition autour de la première heure de course. Jean-Paul Von Burg en fait les frais. C'est le moment des premiers passages au stand, l'occasion de demander à Thierry Perrier des détails sur les soucis de la Ferrari Visium. Je me suis fait taper 2 fois à l'arrière et je pense que ça a dû dérégler le train parce qu'on a regardé le pneu et il y a une marque sur le pneu.
Et je ne sais pas si ça nous a mis de la pince ou de l'ouverture, mais en tout cas, l'auto est quasi inconduisible dans tout ce qui est virage à droite, comme c'est la majorité ici, et vite en plus, c'est pas facile du tout. David Loger, de son côté, va bientôt monter dans la Porsche Nouri Compétition. Il aime les conditions de pilotage difficiles, mais aujourd'hui, elles sont carrément changeantes. Là, le problème, c'est que la piste est en train de bien sécher, et c'est noir partout, mais ça ne veut pas retomber. Donc on ne sait pas trop quoi faire. Savoir si on laisse Eric au maximum et qu'on met des pneus slick, ou si je vais être obligé de repartir avec des pneus pluie. Donc c'est le gros doute. Sinon, Eric a fait un très bon relais, mieux que d'habitude. Donc on est dans une bonne position. Confirmation des doutes de David Loger avec une nouvelle averse violente qui s'abat sur le circuit de Dijon-Prenois à la mi-course. Le safety car entre en scène le temps que la piste redevienne praticable. Parmi les équipages qui jouent des conditions météo et se déjouent des procédures de neutralisation, on retrouve une nouvelle fois l'Audi 45 de Jousse, Thibaut et Proust. Ils sont à nouveau aux avant-postes du GTV2. Pour l'instant tout se passe bien, on a laissé Thierry Proust prendre le départ, il a fait un très bon relais et avec l'appui du jeu des safety cars on est en deuxième position, donc c'est Franck Thibaut qui va prendre le relais du milieu. Il y a beaucoup d'eau sur la piste, donc j'espère qu'il va bien se débrouiller, mais j'ai confiance en lui. On verra en fin de course si on arrive à rester sur le podium général, mais ça va être compliqué quand même. À l'approche de la mi-course, c'est maintenant Jean-Bernard Bouvet qui a pris place dans la Ferrari Visium numéro 2. Les deux gentleman drivers qui l'accompagnent ont fini leur part du boulot. Jean-Bernard laisse parler toute son expérience. Objectif, remonter le plus haut possible depuis la 7e place, bien que la voiture soit endommagée. La piste est séchante, faut-il passer les pneus slick? Dans cette série V2V, on n'a pas le droit de préchauffer les pneus. Donc partir en stick froid sur une piste humide comme ça, c'est à mon avis très difficile, quoi. À la limite, s'il y a à changer les pneus, ce serait peut-être encore mettre des pluies, peut-être qu'un quart d'heure, mais les slicks, j'imagine pas les slicks là. Seul Bernard peut le dire. En tête de la course, le nouveau venu Tom Sharp roule très fort. Il a pris le relais de son équipier et patron, Lawrence Tomlinson. Tomlinson, le boss de Ginetta, peut être fier de sa jeune recrue. Il est incroyablement rapide. Il a disputé la coupe G55 au Royaume-Uni. Il a fait du bon travail pour moi là-bas. C'est super de voir des gens venir de la coupe allant vers d'autres disciplines. Mauvaise nouvelle pour l'Audi 45 qui occupait la tête du classement GTV2. Franck Thibaut est parti en tête à queue, la voiture a perdu du temps en piste. Thibaut a ensuite préféré repasser par les stands. Dommage pour cet équipage qui redescend en 8e position générale et qui perd du coup la tête du GTV2. À 1 heure de la fin, le classement général est le suivant. 5e place pour la Porsche de Terray, Von Burg et Schmalz. En 4e position, l'incroyable Mercedes SLS des Zumstein. 3e et leader de la catégorie GTV3, Gaillard et Botman. Sur la 2e marche du podium provisoire, on retrouve les Lafargue. Et leader, encore et toujours, quasiment depuis le début de la course, la Ginetta G50. Dans le clan Ruffier-Lafargue, actuel 2e, on a le sourire. C'est vrai qu'on a une chance depuis le début de l'année, là, on la joue avec mon fils. C'est sympa, on se fait plaisir. Je pensais pas que même aujourd'hui on serait aussi bien, donc que du bonheur, quoi. Donc impeccable, le fils il a l'air d'aller là sur les conditions actuelles. Donc c'est bon, on va voir, on verra à la fin, mais comme on n'a pas plus de prétention que ça, c'est impeccable. À 15 minutes de la fin, Bouvet, qui avait réalisé des chronos épatants depuis le début de son relais, choisit en plus le bon moment pour passer les slicks. L'équipage termine en 2e position. J'ai fait un beau relais, alors ce que je craignais effectivement c'était le cas, la voiture n'allait pas du tout, elle se survirait beaucoup, hein, et je pense qu'on a pris un coup sur la roue arrière, j'ai le volant qui est comme ça. Après l'expérience du roulage sous l'eau que j'ai m'a permis de rouler vite quand même, c'était chaud quand même, mais ça a été un peu dur. Et puis on a eu, je pense j'ai fait un bon coup de poker en passant les slicks très tôt. Derrière Bouvet, Pagny, Perrier, on retrouve les Lafargue, plus que jamais leader du championnat. À la fin de course, ça allait un peu mieux quand on a monté les slicks. Plus à l'aise, mais comme je l'ai dit au départ, hein, le gras mouillé, j'ai vraiment peiné, c'était dur. Il fallait maintenir la voiture, c'était pas simple, et l'objectif c'était de terminer la course et faire un podium. Voilà, c'est des points en plus et ça continue, on est bien. Les grands vainqueurs incontestables, ce sont les Anglais Tomlinson et Sharp. Toute la piste était en train de sécher, donc il fallait décider de passer ou non les slicks. Il ne restait que 20 minutes, on n'avait pas vraiment le choix, c'était des instants difficiles, mais je suis content que nous n'ayons pas eu à pousser trop fort pour conserver la tête.
Au classement général, les Lafargue mènent. Ils sont devant Ancel et Blasco. Dijon est une belle opération pour l'équipage Ferrari Visium. Ils sont 3e et augmentent joliment leur capital de points. Dijon est un circuit qui convient très bien au proto. L'aéro y a une grande importance, comme par exemple dans la dernière courbe de Poix, une courbe tout en dévers. Au championnat, 8 points d'avance pour Danielou et Piala. La course s'annonce épicée. En voici le résumé. La piste est humide au départ de ces 3 heures de Dijon. Chez Palmyre, on décide de faire partir David Zollinger et Timothée Buret en slick. Zollinger, l'expérimenté, parvient à maintenir sa 2e place. Il est suivi par Akari, Foubert, Béraud, Capillaire, Cavaillès et ensuite Timothée Buret. Autoritaire leader, on retrouve le fantastique Léo Roussel. Une fois de plus, le jeune pilote qui vient de disputer les 24 heures du Mans est passé de la 16e à la 1re place en 2 tours seulement. J'ai pris le choix de l'extérieur, ça a marché, j'avais les pluies donc j'ai pu prendre beaucoup plus de vitesse sur l'extérieur. Je suis revenu en 4e position et j'ai remonté un à un mes adversaires et pour prendre la tête et m'échapper juste avant le safety car. Car effectivement, le premier safety car entre en scène après 15 minutes de course. Lorsqu'il s'efface, la piste reste d'abord humide et puis une vingtaine de minutes plus tard, elle commence à sécher. Et c'est là que Zollinger et Buret récoltent les fruits de leur pari audacieux. Puisqu'ils sont déjà en slick, ils s'installent respectivement 1er et 2e. Malheureusement, Timothée Buret va devoir quitter quelques instants son professeur David Zollinger car il écope d'un drive-through. Mais son avance était tellement importante qu'au premier tiers de la course, il rejoint son équipier. Derrière eux, 3e, on retrouve Danielou et Piala. En 4e position, Wozniak et Tardieu, ici adepte des trajectoires insolites. Et derrière ces 4 Normas, on retrouve la Tatus de Roussel et Poirier. Au premier tiers de la course, les vainqueurs du Paul Ricard sont un peu loin, à la 7e position, mais il y a une explication. C'était un très bon relais, on a choisi la stratégie de partir avec des pneus pluie. C'est assez compliqué aujourd'hui parce qu'il y a des conditions d'orage, donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer, quand est-ce qu'on va se prendre un drag sur la piste, et c'est assez compliqué à gérer. Là on a pris l'option de remettre les slicks. On est en opposition avec l'équipe Palmyre, donc on va voir ce que ça donne à la fin. Une autre voiture de pointe est restée 1 heure en dehors du top 5, c'est celle du duo qui avait remporté la 2e épreuve de l'année. Il s'agit de Danielou et Piala. On a eu un départ très compliqué avec beaucoup de bagarres et dans l'humidité, je me suis accroché avec une autre voiture. J'ai dû repartir en dernière position après un tête à queue et on est en train de remonter, on cravache pour remonter et on va tout faire jusqu'au bout. David Zollinger, le leader, aura été presque au bout de son temps de pilotage autorisé. Il passe le relais à Thomas Dagono et c'est Philippe Mondolo qui sera en charge du rush final. Leurs équipiers, 2e, rentrent au même moment. Timothée Buret a suivi son professeur David Zollinger pendant tout le premier relais. Là c'était un cours pratique, on va dire, c'est non plus de la théorie comme on faisait à l'aide-non, là il me montrait où passer, il me disait là où il y avait de l'adhérence parce qu'en début de course c'était vraiment compliqué, des parties sèches, des parties mouillées, c'était vraiment des conditions très difficiles à piloter. Donc voilà, il m'a montré où passer, il m'a aidé pour me mettre en confiance en début de course. Dans ces conditions très difficiles, très particulières, Ivan Bellarosa est 3e. Il avait marqué les esprits il y a un peu plus d'1 an en écrasant la concurrence sur le circuit du Mugello. Il avait remporté l'épreuve aux côtés d'Alessandro Latifi. Bellarosa roule ce week-end avec Guglielmo Bellotti, un équipier très fier de son alter ego. Il est incroyablement rapide. On se connaît depuis longtemps, nous sommes de bons amis. J'essaie d'apprendre de lui. C'est un des meilleurs pilotes que j'ai rencontrés en 30 ans de carrière. Vraiment très rapide. Pensez-vous qu'il soit un peu fou et que c'est pour ça qu'il est rapide? Non, il est très technique. Vous devez savoir qu'il est aussi l'ingénieur en chef ici. Il sait tout du point de vue technique. Bien sûr, il est très agressif. Mais ça, c'est la course. Bonheur et malheur pour la dernière heure de course. Bonheur tout d'abord pour l'équipage Tétinger Findlay Ball Besançon. Ils s'étaient qualifiés 9e, après 1 heure de course ils étaient 11e et puis à 60 minutes du terme ça a été le début de la folle remontée. Elle est due au talent de l'équipage évidemment, mais aussi à la chance et à la stratégie face au changement météo et au safety car. Tous ces éléments rassemblés permettront aux pilotes de la 32 de monter sur la 3e marche du podium.
Du côté des moins chanceux, on retrouve les ex-leaders de l'épreuve, Mondolo, Zollinger, Dagono. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le facteur chance avec la météo et les safety cars, ils franchiront l'arrivée à la 5e place. Au terme de ces 3 heures de Dijon, c'est une belle 2e victoire cette année pour Marc-Antoine Danielou et Maxime Piala. Avec le vainqueur, messieurs, félicitations. Comment se sont passées de l'extérieur les dernières minutes de course? Les dernières minutes de course, c'est toujours de l'extérieur très dur. Parce qu'on espère qu'il va rien se passer, que tout va tenir et on croise les doigts jusqu'au bout. Et à l'intérieur, c'était comment? Pareil, en fait, on pousse jusqu'au bout et les minutes sont longues à la fin. Pour compléter le podium, c'est un autre duo qui s'installe sur la 2e marche, Christian Vaglio-Giorz et Timothée Buret. Au championnat, Danielou et Piala sont premiers, Capillaire Cavaillès 2e, ensuite Gélin 3e, Vaglio-Giorz et Buret 4e, Mondolo, Zollinger, Dagono ferment le top 5. Terminé pour ce rendez-vous dijonnais. On se retrouve à la fin du mois d'août pour la reprise des championnats V2V. Ce sera en Espagne, sur le circuit de Motorland Aragon. D'ici là, direction notre site internet pour voir et revoir toutes les vidéos consacrées au V2V. Je vous souhaite de passer de très très belles vacances. Salut!